Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. En première partie, nous parlerons encore du Sahara, car finalement, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté vendredi dernier la résolution 2414 relative au renouvellement du mandat de la MINURSO au Sahara. Nous en parlions la semaine dernière ici même, sur ce plateau avec nos invités. Et nous avions insisté sur le fait que le texte proposé alors n'était qu'un draft qui était appelé à changer certainement. Eh bien non, le Conseil de sécurité, après une brève hésitation due à la Russie et à l'Éthiopie, a finalement adopté ce texte avec quelques changements, dont le plus important est celui que le mandat de la MINURSO va être renouvelé uniquement pour 6 mois et non pour 1 an, comme ça se faisait jusque-là. Nous y reviendrons avec nos invités. En seconde partie, après la pause, nous irons en Corée, où les deux présidents des deux Corées se sont retrouvés vendredi 27 sur la ligne de démarcation séparant leurs deux pays. Ils ont marché ensuite côte à côte dans une cérémonie frappée de tradition et d'émotion vers la maison de la paix située dans la zone de Panmunjom, la zone de démarcation, la zone démilitarisée comme on l'appelle. Cette visite au sommet, la première depuis plus de 10 ans, vient sceller le spectaculaire rapprochement entre les deux pays initié par Pyongyang lors des Jeux olympiques d'hiver organisés par la Corée du Sud en janvier dernier. Nous discuterons de ces deux sujets avec nos invités, Naïm Kamal, directeur du site Kuwait.ma, et le colonel Hassan Saoud, officier supérieur de la gendarmerie royale et chercheur associé à l'Institut royal des études stratégiques. Bonsoir messieurs et merci d'avoir été avec nous. Bonsoir. Alors le Sahara est la résolution du Conseil de sécurité. Chaque année en avril, on l'attend et chaque année, on s'attend à mieux. Cette année, on a eu mieux. Cette année, précisément, nous avons une résolution effectivement favorable au Maroc, très certainement plus porteuse d'un espoir de règlement de l'affaire du Sahara que ses précédentes, qui étaient toujours à la recherche d'un équilibre improductif, d'un équilibrisme inutile. Alors, on commence par vous deux. La même question, est-ce que vous pensez que cette résolution 2414 constitue un véritable tournant ou alors est-ce une impression ? Colonel Saoud ? Moi, je pense que cette résolution est importante dans la mesure où il réitère déjà ce qui était dans la résolution de 2017, avec évidemment des insistances sur le fait que cette résolution vise à régler politiquement ce problème avec entre les partis de manière juste, durable et dans un esprit de responsabilité et de compromis. C'est très important. Au-delà de ça, évidemment, il met en exergue tout ce qu'a fait le Maroc par rapport à une désescalade dans la dernière affaire de Guerguerat qui a été saluée par les Nations Unies. Il y a aussi cet appel à l'Union du Maghreb arabe pour contribuer en faisant évidemment référence à la sécurité du Sahel. C'est très important. Et pour nous, l'Union du Maghreb arabe est un facteur réunificateur qui permet de dépasser ces problèmes marginaux. Nous reviendrons sur ces points, colonel Saoud. Est-ce que pour vous, contrairement aux résolutions précédentes, est-ce que cette résolution 2414, déjà la 2351 de l'année dernière, on pouvait la considérer comme positive, mais est-ce que celle-ci constitue un tournant pour vous ? Pour moi, c'est une avancée dans la mesure où il y a beaucoup plus d'appels et d'insistance à la contribution des voisins et des partis. Et quand on dit voisins et partis, dans la partie, moi je n'exclus pas l'Algérie, parce qu'elle abrite le mouvement séparatiste. Et donc c'est sur ce développement-là que moi je prends acte de la positivité et du caractère favorable pour notre pays. Naïm Kamal, je vous pose la question différemment. Est-ce que vous pensez qu'on est sorti enfin de cette logique d'équilibrisme, comme d'habitude ? Il faut l'espérer, mais sortir de l'équilibrisme, c'est-à-dire c'est aller vers la seule solution possible, juste, équitable et acceptable par tout le monde en réalité, c'est la proposition d'autonomie du Maroc. Maintenant, pour revenir à la résolution, telle qu'elle a été adoptée, je dois faire un mea culpa. Moi, j'y croyais pas. D'abord, j'y croyais. Tout à fait, on en parlait la semaine dernière. On en a parlé la semaine dernière. J'étais sceptique. Pourquoi je l'ai été ? Parce que d'abord, il y a eu un rapport du secrétaire général qui ne m'a pas beaucoup plu et qui me semblait préparer le terrain à quelque chose de mitigé ou, comme d'habitude, qui joue sur un certain équilibrisme. Maintenant, je dois dire que, parce que j'ai vu également la Russie monte au créneau, parce que c'est elle qui a suspendu le vote du premier draft avec le soutien de l'Éthiopie et pour apporter sa touche. C'est-à-dire ceux qui pourraient faire plaisir
un allié qui est pour elle stratégique, c'est-à-dire l'Algérie. À partir de là, j'étais en attente. Quand j'ai vu le résultat, avant même de lire la résolution, avant même de la voir, quand j'ai vu qu'il y avait 12 qui ont voté contre, qui ont voté pour, et que 3 se sont abstenus, dont la Russie, je n'avais plus besoin de lire la résolution. Je savais qu'il y avait quelque chose. Vous l'avez lu finalement, cette résolution? Oui, je l'ai lu, bien sûr. Mais, alors, avant d'entrer dans les détails, est-ce que vous pensez que c'est un tournant? Est-ce que, comme pas mal de personnes l'ont lu, les Algériens ont pris acte, sans commenter d'ailleurs? Un tournant, c'est peut-être trop dire. Il faudrait toujours, en pareille situation, rester prudent, parce que les situations géopolitiques, les rapports de force sont en perpétuel mouvement. Mais ce que je voudrais signaler, c'est que la résolution a été votée par 12 voix, 12 membres du Conseil de sécurité, dont 3 permanents qui ne sont pas n'importe qui. C'est les États-Unis, c'est la Grande-Bretagne et c'est la France, alors que souvent on disait que la Grande-Bretagne... Le Royaume-Uni était plus sceptique. Était plus sceptique à notre égard. Donc, on peut considérer ces signaux. Alors, on va entrer dans les détails maintenant parce qu'on ne va pas tomber dans le piège habituel de nous laisser presser par le temps. On va y aller plus rapidement. On va essayer de toucher à toutes les questions. Alors, dans la résolution 2351, on reste avec vous, Naïm. Dans la résolution 2351, il avait été dit et demandé expressément au Polisario de se retirer de Guelgalat. Oui. Non seulement ça n'a pas été fait, mais en plus, les provocations et l'escalade a augmenté. C'est monté crescendo. Et dans le courant de cette année, comme on le sait, il a aussi essayé de s'installer le Polisario dans la zone tampon, dans la zone démilitarisée. Est-ce que vous pensez que cette résolution 2414 comporte des termes plus fermes, plus acerbes, plus sévères à son égard, ou ça reste quelque chose d'indicatif? Non, mais en tous les cas, elle réitère la position du Conseil de sécurité qui exige 2 choses essentielles. Le retrait de Guelgalat et l'interdiction d'opérer quelque changement que ce soit au niveau de la zone de la région de Bir Helou, de Tifariti, et d'y mettre des installations administratives ou militaires. Donc il y a cet important. Mais ce qui est important dans cette confirmation de l'attitude du Conseil de sécurité, c'est que par ailleurs, il salue l'attitude mesurée du Maroc. C'est-à-dire, tout au long, depuis le début, il y a une année déjà, depuis le début, il y avait une campagne de propagande contre le Maroc, disons que c'est lui qui est à l'origine de la tension, que c'est lui qui est à l'origine de l'escalade, que c'est lui qui entretient les velléités d'affrontement, que le Polisario n'a jamais rien fait. Peut-être qu'on y arrivera, on reviendra à l'histoire de l'installation militaire à Bir Helou et à Tifariti, comment le porte-parole du secrétaire général de l'ONU avait agi et comment on a constaté par la suite qu'il y avait effectivement des provocations militaires. Et ça, c'est important. Même eu des tirs de sommation. C'est-à-dire aujourd'hui, au regard des Nations Unies, les choses sont claires. C'est l'Algérie, c'est le Polisario qui sont derrière la tension qu'on a installée depuis une année dans les régions dites démilitarisées ou tampons. C'est ça l'essentiel et je crois que c'est un acquis important. Maintenant, à l'ONU d'assumer ses responsabilités. Sinon, à défaut qu'il en délègue les moyens ou la possibilité au Maroc de le faire. Je pense qu'il ne le fera pas. Mais à lui d'assumer sa responsabilité pour se faire respecter et faire respecter ses décisions. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Naïm Kamal, je vais lire ce passage du préambule de la résolution. Alors, le Conseil de sécurité se dit préoccupé par les violations des accords en vigueur, demandant aux parties de se conformer à leurs obligations et de s'abstenir de toute action qui pourrait déstabiliser la situation ou menacer le processus engagé par les Nations Unies. Et prenant acte de la réaction mesurée du Maroc à la suite des inquiétudes les plus récentes exprimées au sujet de la zone tampon. Cette phrase, colonel, est l'une des plus importantes de la résolution parce qu'elle met dans le même paragraphe, dans le même attendu, la réaction mesurée du Maroc avec les provocations du Polisario. Ce n'est pas dit comme ça, mais le sens est clair. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Il y a un constat concernant les violations. L'entrave de la circulation par le Front Polisario,
la volonté d'obstruction de toute la liberté commerciale à destination de l'Afrique. Il y a toutes les mesures qui ont été faites pour empêcher les représentants de la MINURSO, notamment les observateurs militaires, de faire leur travail et de circuler librement comme c'est prévu dans le traité. Et il y a aussi, évidemment, toute cette concentration militaire. Vous savez, dans cet accord-là, il était interdit des concentrations militaires ou des infrastructures dans les zones concernées. Et quand on fait un défilé, c'est une concentration de troupes qui est... Malheureusement, la MINURSO n'a pas réagi. Ensuite, il ne faut pas oublier l'histoire, parce que c'est très important. L'ex-secrétaire général de l'ONU a transgressé le traité lui-même, dans la mesure où il a lui-même été... Ban Ki-moon. Il a dit l'ancien secrétaire général. Ban Ki-moon est allé à Berlin. Et on se souvient de l'acte malheureux de la victoire qu'il avait fait, et il a assisté à un défilé. Il était complice d'une concentration militaire. D'ailleurs, le Maroc avait réagi avec virulence. On n'a pas vu d'enquête, mais il a transgressé l'accord parce qu'il a assisté à une concentration militaire d'hommes, de matériel et une manifestation de manière extravagante dans une zone où il ne devait pas y aller parce qu'il a créé un précédent. Ensuite, la violation la plus importante, c'est qu'elle ne répond pas aux injonctions. Et moi, je suis désolé d'entendre des exhortations des Nations Unies. Il faut que les Nations Unies, dans des violations comme celle-là, soient plus injonctives. Et c'est très important. C'est une organisation internationale chargée... Vous pensez que les Nations Unies ne le sont pas assez pour moi, il y a un terme d'exhortation qui n'est pas dans une formulation d'une institution chargée de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans le monde. Quand il y a des violations, on les signale et on donne, on formule des injonctions. C'est peut-être désolant. Mais en tout état de cause... Excusez-moi, colonel, vous qui êtes militaire, faire des tirs de sommation, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un acte qui est agressif, belliqueux, martial? À partir Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de tirs de sommation qui ont été faits sur le Polisario. Ils ont tiré en l'air, je ne sais pas si ils ont tiré, en tout cas, sachant que c'est des éléments de la MINURSO, en tenue visible. Le fait d'avoir tiré est une violation. Le fait même d'avoir été là. Absolument. Et de les bloquer. Et Sinaïm a raison, parce que les éléments de la MINURSO eux-mêmes avaient des postes dans cette zone dont on parle tout de suite. Alors, le Conseil de sécurité n'a pas énormément parlé de cette histoire. Stéphane Dujarric en a parlé la semaine dernière, la semaine d'avant, en disant que la MINURSO a fait savoir au Conseil de sécurité qu'il y avait des tirs de sommation, mais on peut voir le résultat là-dessus. Alors on continue, on est avec vous, Naïm Kamal, on continue sur le préambule de cette résolution qui dit « Considérant que la solution politique de ce différend de longue date et le renforcement de la coopération entre les États membres de l'Union du Maghreb arabe contribuera à la stabilité et à la sécurité dans la région du Sahel, ce qui créerait des emplois et favoriserait la croissance ainsi que des possibilités pour tous les habitants de la région. » Alors il semblerait que c'est la première fois qu'on met dans le même paragraphe l'Union du Maghreb arabe, l'intégration de l'UMA, la sécurité dans le Sahel, avec la prospérité et avec l'économie. Est-ce que vous y voyez la touche Horst Kohler, qui est économiste, ancien patron de la Banque européenne de développement, ancien patron du FMI, au-delà du fait qu'il était aussi chef d'État? Est-ce que vous y voyez aussi la touche de Antonio Guterres, parce qu'on parle plus d'économie, et là on parle de l'Union du Maghreb arabe, ce qui en passant et en creux indique l'Algérie comme partie. Probablement qu'il y a la touche des deux, mais c'est-à-dire qu'on est en train, de la même manière, d'essayer de créer une dynamique d'entente dans la région pour faciliter la solution politique du conflit. Parce qu'on a plus que jamais pris conscience que la région est dans une zone de turbulence assez grave. On l'a vu récemment encore, qu'il y a le Hezbollah qui commence à s'impliquer dans la région, qu'à partir de l'ambassade iranienne à Alger, on alimente le Polisario en matériel militaire, en encadrement militaire. Et ça, c'est tout de même une tentative d'attiser l'instabilité dans la région. Et c'est important qu'aujourd'hui, chacun prenne
sa responsabilité pour créer. Parce que si on veut une solution politique, on le sait, c'est une manière d'indiquer que l'Algérie est partie prenante. Oui, tout à fait, en parlant de l'Union du Maghreb arabe. C'est-à-dire si il n'y a pas au niveau du Maghreb, c'est-à-dire, et quand on parle du Maghreb, sans fanfaronnade, on sait que les deux piliers de l'UMA, c'est toujours le Maroc et l'Algérie. C'est la Tunisie le sait, la Mauritanie le sait, la Libye le sait, et sans une entente il n'y a pas de Maghreb, économique, il n'y a pas de Maghreb arabe. D'ailleurs, le jour où il y a eu une aggravation de la tension entre Rabat et Alger, l'UMA s'est arrêté. S'est arrêté de fonctionner totalement. Et là, on essaie de créer cette dynamique politique, comme on avait essayé de la créer en 88, une dynamique d'unité ou d'union, pour ne pas abuser des mots, d'union, de dynamique de coopération, de rencontres, de relations, pour qu'une solution politique au conflit du Sahara puisse trouver sa voie, et en même temps, pour qu'on coupe les routes, les chemins à toutes les tentatives de déstabilisation au Sahel et dans les pays du Maghreb également. Très bien. Donc on reste en économie, colonel Saoud. Quand on parle économie, intégration, prospérité, création de richesses, on ne peut pas s'empêcher de penser à cet énorme plan de développement lancé par le roi Mohamed VI en 2015 à partir de l'Ayoun, un plan de développement coûtant aux environs de 8 milliards de dollars. Alors quelle est la portée de ces investissements et quelle est la portée de ce projet réellement au-delà du projet en lui-même? Quelle est sa portée politique? Je ne peux pas en parler sans évoquer la proposition marocaine de l'autonomie. Parce que la volonté royale a voulu faire un compromis. Et c'est ça le véritable compromis. C'est-à-dire accorder l'autonomie à un territoire, une autonomie avancée à un territoire, avec des compétences délimitées, déterminées, grandes compétences sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan judiciaire, et évidemment en permettant à une population de gérer ses richesses et d'exercer la politique dans un territoire autonome. Mais dans cette stratégie royale, il y a l'accompagnement. Vous vous rendez compte d'un projet de cette dimension, où il y a les transports, les infrastructures, c'est justement pour donner à ce territoire autonome qui s'adresse dans le projet de résolution du Maroc aux Sahraouis de l'intérieur et de l'extérieur. C'est très important. C'est de faciliter ce caractère autonome d'un territoire. Voilà des prérogatives, évidemment avec le régalien qui est du pouvoir exclusif de l'État, mais voilà les structures institutionnelles, structurelles, voilà les moyens d'accompagnement pour rendre ce territoire viabilisé. Et je pense que plus fort que ça, une autonomie, le territoire est prêt pour une autonomie en ce moment. En fait, viabilisé, il l'était déjà avant. Mais ce plan de 8 milliards de dollars, de 75 milliards de dirhams, c'est pour mettre en place véritablement l'autonomie. Évidemment. C'est ce qui a peut-être créé un peu de remous au niveau des voisins. Absolument. Quand vous proposez une solution politique et en même temps, en amont, vous réalisez des objectifs spécifiques pour cette région-là, parce qu'il va être aussi notre tête de pont vers l'Afrique. Et donc, vous l'intégrez dans un processus d'autonomie, franchement, et sans aucun chauvinisme. Plus autonome que ça, il n'y a pas. Donc, c'est quand même une précision. Non, je voulais juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'autonomie, elle est là de fait. Moi, j'ai vu l'autre soir Biadillah. Mohamed Cheikh Biadillah, qui est l'un des fondateurs du Polisario, qui est revenu très tôt au Maroc, à la mère patrie, qui disait une chose qui est, à mon sens, très importante. Aujourd'hui, le territoire du Sahara, c'est-à-dire les deux wilayas, celle de Dakhla et de l'Ayoun, ont généré de nouvelles élites, une nouvelle génération.
et qu'aujourd'hui est née une bourgeoisie, un entrepreneuriat local. Il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui sont issus de ces zones-là. On en connaît les plus célèbres, Khalil Ould Rachid, Hamdi Ould Rachid, celui de l'USFP, Drem, exactement, et bien d'autres. Ils sont également intégrés dans l'administration marocaine. Ils sont walis, ils sont ministres, ils ont été ministres, ils sont directeurs centraux, ils sont secrétaires généraux, ils sont un peu partout. Donc, il y a cette nomenclature régionale qui s'est créée et qui a des intérêts à défendre. Et c'est à elle qui doit aujourd'hui, c'est à elle qu'il revient de porter le projet d'autonomie face à l'adversité, parce que c'est intérêt contre intérêt, et c'est une dynamique sur laquelle il faut insister plus que jamais aujourd'hui. Très bien. Donc nous restons avec vous, Naïm. Dans son rapport du 21 mars dernier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, revenait sur cette demande inscrite dans la résolution 2351 de 2017 sur les accords connexes de l'accord militaire de cessez-le-feu et leur imprécision. Il a donc demandé en juin 2017 la mise en place d'une commission d'experts qui étudierait et examinerait la chose sur le terrain avec les parties. Le Polisario avait accepté, le Maroc avait nettement refusé. Or, dans le point 5 de la résolution 2014, votée la semaine dernière, on dit ceci: les accords militaires conclus avec la MINURSO concernant le cessez-le-feu doivent être pleinement respectés et exhortent les parties à y adhérer pleinement. Est-ce que ce n'était pas finalement un piège, cette mission d'experts? Qu'est-ce qu'ils en entendaient et pourquoi le Maroc l'a-t-il aussi nettement refusé? Vous savez, Hassan Abdullah Rahmou disait une chose: quand vous ne voulez pas régler un problème, vous lui créez une commission. Là, on lui crée une mission. Exactement, c'est une manière dilatoire de reporter, et ça c'est le propre de la bureaucratie onusienne. C'est-à-dire, on va noyer le problème. Au lieu d'aller au respect des accords, le Maroc ne pouvait que refuser. Et il ne veut pas que le statut change. Il ne faut pas qu'on crée un prétexte, mais peut-être que le colonel pourra développer, lui qui est un militaire, mieux que moi, cet aspect. Il ne faut pas donner l'ouverture d'une maille qui va permettre de commencer à tricoter. J'y vais y arriver. Bon, j'y arrive. Donc, vous y êtes arrivé, c'est bon. L'accord dans son ensemble. Hein, donc, c'est important, et le Maroc ne voulait pas qu'on y touche. C'était aussi une manière de placer le Maroc face au Polisario, alors que le Maroc dit moi je n'ai pas de problème à négocier, mais avec les donneurs d'ordre, c'est-à-dire avec les Algériens. Colonel, on reste avec vous sur ce chapitre justement. Dans le point 9 de la même résolution 2414, le Conseil de sécurité considère que des questions fondamentales concernant le cessez-le-feu et les accords relatifs ne sont pas réglées et engage le secrétaire général à s'entretenir avec les parties afin de mieux comprendre ces questions. C'est quoi ces questions, colonel? Ça, c'est des questions qui figurent dans le traité, dans le volet militaire du traité, et qui n'a pas été publié. En fait, il s'agit de délimiter certaines zones. C'est un détail technique, je vais passer rapidement. Il y a ce qu'on appelle la zone tampon. La zone tampon où il est interdit toute activité militaire et des présences des membres et du matériel militaire. Ça, c'est la zone. Il y a les zones restreintes où, évidemment, et ça, si vous me permettez, je vais le mettre en parallèle avec les violations, parce que l'accord militaire est très important, même s'il n'a pas été publié. Il est soumis à plusieurs restrictions, notamment aux activités et infrastructures militaires. Voilà une violation du Polisario. Et il y a les zones à restrictions limitées, évidemment, quelques activités, mais où il est interdit, par exemple, les mines antipersonnelles. Et je constate que par rapport au volet militaire de ce traité, le Polisario les a toutes violées. Toutes les dispositions ont été violées, j'en avais parlé avant, et c'est là où l'ONU devait mettre en exergue qui a violé, comment il l'a violé par rapport au traité de 1991. Donc c'est ce qui va être discuté dans cette résolution qui, je vous le rappelle, a été votée vendredi dernier par 12 membres du Conseil de sécurité et 3 abstentions. Nous reviendrons sur le vote de cette résolution juste après quelques instants de pause. A tout de suite.
Rebonsoir mesdames et messieurs, nous entamons la seconde partie du débrief d'aujourd'hui où nous débattons avec nos invités de l'affaire du Sahara et de la dernière résolution votée par le Conseil de sécurité avant d'aller en seconde partie en Corée pour parler de ce rapprochement spectaculaire qui a eu lieu entre les deux Corées. Pour ceux qui nous rejoignent, nous débattons aujourd'hui avec Naïm Kamal, directeur du site quid.ma et le colonel Hassan Saoud, officier de la gendarmerie, officier supérieur de la gendarmerie royale et chercheur associé à l'Institut royal des études stratégiques. Nous parlions juste avant la pause de ce vote de la résolution, de cette analyse du vote de la résolution. Alors 12 pays ont voté pour, Naïm Kamal, comme vous le disiez tout à l'heure, et 3 se sont abstenus, que sont la Russie, la Chine et l'Éthiopie. Certains ont vu dans cette abstention un désaveu pour le Maroc, d'autres ont expliqué ça par des raisons subjectives. Comment vous expliquez ça, sachant que la Russie et la Chine auraient pu opposer leur veto à la première mouture présentée par les Américains? D'abord parce que je ne crois pas que nous sommes dans une situation qui exige un veto. Je crois que le veto, c'est un cas extrême et qui est comptabilisé, qui est utilisé que dans des situations vraiment très pointues, très tendues. En même temps, le veto aurait pu permettre à la Chine, à la Russie, plutôt plus à la Russie qu'à la Chine, de mieux ou de plus pousser, insister, comme il l'a fait l'année dernière, et obtenir. Sinon, il aurait pu continuer à bloquer en menaçant. Bien entendu. Donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas voté, bien sûr, mais ils se sont abstenus, et ce faisant, ils se sont placés à mi-chemin du Maroc et de l'Algérie. Parce que pour appeler les choses par leur nom. C'est une attitude qui n'est pas vraiment de la solidarité avec le Maroc, mais qui n'est pas non plus de la solidarité avec l'Algérie. C'est une bonne chose, ils ont essayé, ils sont sortis du bois, comme on l'a déjà dit la semaine dernière. La Russie a essayé d'édulcorer la résolution ou le draft dont nous avions parlé la semaine dernière. Mais bon, quand ils ont vu qu'il y avait de l'autre côté une insistance à pousser vers une solution politique et qu'ils ont mis l'ossature nécessaire pour qu'on puisse créer le climat et l'ambiance à cette solution politique, ils ont laissé passer en s'abstenant. Justement, Naïm Kamal, la semaine dernière, quand on en parlait, vous étiez sceptique sur ce texte de la résolution, parce que vous pensiez qu'il ne pouvait pas passer en l'état, vu qu'il était favorable au Maroc. Disons les choses telles qu'elles sont, il est même très favorable au Maroc. Or, les Russes et les Chinois se sont abstenus. Est-ce que vous pensez que l'année dernière, ils se seraient abstenus pour un texte pareil? Ou alors ils auraient demandé à plus d'équilibre? Vous savez, les Chinois ne se sont jamais vraiment impliqués dans le conflit du Sahara. Parce qu'il y a dans la culture chinoise quelque chose qui s'appelle Taïwan, que Pékin a toujours revendiqué comme territoire. Le Tibet aussi. Et le Tibet, mais essentiellement. Donc, tout ce qui est séparatiste dans la culture chinoise, ils sont très hésitants. Donc il ne faut pas... Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, parce qu'il faut revenir à l'historique, c'est la Russie. C'est la Russie qui a soutenu... Enfin, la Russie, l'ex-Union soviétique, qui a toujours soutenu le Polisario, l'Algérie. Derrière elle, le bloc de l'Est. On a assez répété ça. Les pays à parti unique et soi-disant socialistes en Afrique, en Amérique latine. Idéologiquement proches, on va dire. Qui ont donné vraiment de la présence au Polisario dans les années, fin des années 70, 80, jusqu'à 89, jusqu'à 90, à la présence du Polisario sur la scène diplomatique. Autrement, ils n'en sauraient rien. Alors, les Russes sont toujours dans cette logique. Ils sont dans cette logique parce qu'ils ont des liens stratégiques, économiques avec l'Algérie, parce que l'Algérie est aussi un allié d'une manière peut-être indirecte au Moyen-Orient, en Syrie, avec l'Iran. On voit les attitudes des uns et des autres, mais je pense que l'attitude de la Russie, on va dire les choses ainsi, le moindre mal. Alors, colonel Saoud, on reste sur ce chapitre-là. Et je pose la question d'une manière plus pointue. On sait que l'Algérie est alliée aux Chinois. On sait qu'elle a des relations très anciennes avec l'Éthiopie. Mais comme le dit Naïm Kamal à juste titre, elle a des relations particulièrement privilégiées. Elle avait eu avec l'Union soviétique, elle a toujours avec les Russes. Avec Moscou, on va dire. Est-ce que vous ne pensez pas que cette abstention des Russes particulièrement
ne sonne pas comme un désaveu pour l'Algérie et pour la politique algérienne. Vous savez, d'abord, pour toute résolution, vous pouvez opposer un veto, il n'y a aucun problème. Mais il faut rappeler un problème de forme. Est-ce que vous savez que c'est les États-Unis qui sont les porte-plumes de la résolution? Oui. C'est très important. Pour la forme, les Russes, compte tenu d'une ambiance géostratégique mondiale et de toutes les confrontations par procuration entre les États-Unis et la Russie, je suis persuadé que rien que pour cela, ils ont émis cette abstention. Deuxièmement, l'abstention permet de passer le texte. Il est passé. Mais le représentant de la Russie a dit on aurait pu... Alors, ce sont les explications de vote que font chacun des 15 pays membres du Conseil de sécurité pour expliquer le vote d'une résolution. Qu'est-ce qu'ont dit les Russes? Voilà, on aurait pu aller vers un équilibre de la résolution comme si les Nations Unies faisaient du trapèze ou de l'équilibrisme. Il y a un constat et il y a des propositions. Et puis, concernant le même représentant qui dit qu'il faut faire attention que le règlement ne soit pas fait en coulisses. C'est-à-dire en dehors de nous, alors qu'ils étaient associés. C'est une question de forme plus qu'une question de fond. De forme, à mon avis. Les Chinois ont dit la même chose d'ailleurs. Mais les Chinois, si vous suivez au Conseil de sécurité, ils ont toujours fait un suivisme avec la Russie. Que ce soit par rapport à beaucoup de résolutions, ils ont été après. Mais c'est une solidarité géographique continentale peut-être et de proximité. Conjoncturelle aussi, ils ont des problèmes avec les États-Unis sur un certain nombre de choses. Mais à mon humble avis, c'est une résolution qui est passée et c'est un camouflet, il faut le dire, pour l'Algérie. Il faut voir la déclaration du ministère des Affaires étrangères algérien. Même en essayant de s'accrocher à ce quoi il peut s'accrocher dans cette résolution pour montrer à son peuple et peut-être au Polisario qu'elle est à son avantage, il a dit l'Algérie prend acte. Il n'a pas dit, comme il l'a fait pour le rapport du secrétaire général, l'Algérie se félicite. Tout à fait. Les mots diplomatiques ont un sens et Pradam Sahel a tendance à se féliciter un peu rapidement. Mais là, sur ce point-là, il était assez circonspect. C'est un camouflet et à Alger, il est ressenti comme tel. Alors, il y a une partie qui sera la dernière sur ce thème, une partie qui n'a pas tellement plu. C'est quand on appelle à des négociations, quand le Conseil de sécurité, la résolution, appelle à des négociations directes entre les parties à l'exclusion de l'Algérie, désignée comme État voisin, qui est appelé à s'engager plus et mieux dans le processus politique, mais sans être désigné clairement comme parti et comme l'exigeait le Maroc. Alors, on précise aussi dans cette résolution des négociations sans préconditions et de bonne foi, mais en tenant compte des efforts faits depuis 2006 et des faits nouveaux survenus depuis. Quelle est votre lecture, Naïm, de ce passage? On ne peut pas faire mieux en langage diplomatique. Absolument. Il y a tout et rien dans ce passage. Sans conditions préalables, en tenant compte de ce qui a été fait jusqu'ici. Ce qui a été fait depuis 2006 jusqu'à ici, c'est qu'on a constaté que le recensement et le référendum, le recensement n'a pas été fait et n'est pas possible à faire, est très difficile à faire, que le référendum d'autodétermination tel que conçu dans l'esprit algérien ou d'Alger, c'est-à-dire à nos fois on va voter pour l'indépendance ou l'intégration, est infaisable. Est infaisable pour des raisons politiques et techniques, est infaisable. Donc on a constaté ça et on a demandé, c'est la réunion de Berlin avec James Baker, de trouver une troisième voie. Le Maroc, c'est à partir de là qu'il est venu avec la proposition d'une autonomie élargie. Ça fait partie de ce que l'ONU a retenu, l'historique de 2006 à aujourd'hui. En même temps, il vous dit, sans précondition. Vous savez, aujourd'hui, ce qui me semble, c'est qu'aux Nations Unies, et ce n'est pas nouveau, ça ne date pas que d'aujourd'hui, il y a une certaine maturation de l'idée que l'indépendance est impossible, l'intégration totale n'est pas faisable non plus, et que une autonomie dans le cadre de la... Et vous savez... C'est formulé, formulé dans les rapports antérieurs. Oui, la troisième voie.
La troisième voie. La troisième voie. Donc on en est là. Et vous savez, ça ne date pas de ce qu'on appelle les arrangements compris dans les buts et principes des Nations Unies. Les arrangements. Vous savez, après la rencontre de Hassan Tani, et Chadli Benjdi également, aux frontières maroco-algériennes, je crois 86 ou 85, le défunt souverain a dit une chose: donnez-moi le timbre et le drapeau. Oui, il était encore prêt. Donc, mais les Algériens n'ont pas voulu. Ils ont continué, bon, pour leurs problèmes internes, alors, pour plusieurs choses. Il y a aussi une autre précision. On peut considérer que dans cette résolution, on l'a redit, que le Maroc est considéré comme la partie vertueuse, si on peut exprimer les choses ainsi. Mais comment d'après vous, c'est Hassan, il devrait appréhender cette demande de négociation directe, sachant que le cadre de ces concertations est très défini. On parle de solutions politiques réalistes, pragmatique, juste et durable et mutuellement acceptable et qui repose sur le compromis. Là, je pense que ça veut dire un peu moins que ce que disait Naïm. C'est quand même clair. C'est une manière de dire, à mon sens, je ne sais pas si vous partagez cet avis ou pas, c'est une manière de dire, allez, rencontrez-vous et discutez sur la base de ce plan d'autonomie qui est la chose la plus crédible. Allez-y, colonel. Après, une remarque pour Naïm, mais rapidement parce qu'on passe au deuxième thème. Naïm, la troisième voie, il y avait l'intégration et l'indépendance. Et il y avait la troisième voie qu'on a appelée, et c'est une formulation dans un rapport onusien, intégration-indépendance. Ce n'est ni plus ni moins que l'autonomie. C'est ça la troisième voie. Donc quand on utilise les termes de réalisme, compromis, acceptable, pratique, c'est ce qu'on est en train de dire. Voilà. Et j'ajouterai une chose. Vous savez d'ailleurs, c'est déjà réalisé. Tous les stratèges des Nations Unies et des grands pays sont en train de parler d'une menace émergente. Ça s'appelle la prolifération des États. Tout le monde en est conscient. Et l'exemple du Soudan est clair. Et tout le monde fait attention que l'émancipation de petits États vassalisables, insécurisés et à la merci de toutes les menaces de terrorisme, tout ça, est inadmissible. Et je suis sûr qu'aux Nations Unies, on le prend en compte. Et l'exemple de la Catalogne et du Kurdistan est là pour édifier tout le monde. Pour ajouter un autre point à ce que vous dites, l'adjoint ou le collaborateur de Horst Kohler comme envoyé personnel d'Antonio Guterres est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a même été en poste diplomatique pour son pays, l'Allemagne, au Soudan du Sud, et qu'il a vu ce que peuvent donner des micro-États, des États qui sont créés actuellement. Je crois que son choix n'était pas fortuit. Alors on espère qu'un jour, on verra un rapprochement. Maintenant, c'est Aziz, si vous permettez. Bien sûr. Il y a la résolution. Il faut créer les conditions. Eh bien, les conditions, c'est ce que le Maroc demande, qu'on revienne au statu quo ante. Et je me félicite que les responsables de la MINURSO n'ont pas voulu discuter avec le Polisario Amir Lahlou, mais Arrabouni. Et ça, c'est un signe positif. Rapidement, Naïm, quand même. Rapidement, vous savez, le problème, ce n'est pas les négociations directes. Le problème, c'est pourquoi ces négociations directes. Si vous voulez qu'on fasse des négociations directes avec le Polisario, mais il faut qu'on sache ce qu'on va faire du Polisario. Qu'est-ce qu'il va devenir dans la projection qui est faite de cette région et de l'autonomie telle qu'elle est envisagée par le Maroc. Quelle est leur place? Mais une fois que ces problèmes réglés, on peut négocier avec qui il veut. Donc il faut. Qui veut. Donc le problème, c'est d'abord assainir la situation. Assainir, il faut que l'Algérie lève la main sur l'affaire du Sahara. On va espérer et s'inscrivent dans une autre logique. On connaît ses intérêts. Ça peut s'arranger. Ça leur a été déjà proposé. Mais il faut qu'on arrive à une conception ou à une acception assez claire de ce qu'on veut faire. Alors il ne reste plus qu'à espérer qu'on vive, qu'on assiste à ce rapprochement d'historique, créer ce moment d'histoire, parce qu'il y a le Grand Maghreb, et on passe au deuxième thème. Quand on parle d'histoire, il y a des moments d'histoire qui forment la grande histoire. Le monde a eu l'occasion d'assister à l'un de vendredi dernier, 27 avril au matin, à la frontière entre les deux Corées, et précisément à Panmunjom, là où l'armistice
a été signé en juillet 1953 et qui avait mis fin à 3 ans de guerre civile, à des millions de morts. Ce 27 avril, donc, Kim Jong-un et Moon Jae-in ont signé la déclaration de Panmunjom pour la paix, la prospérité et la réunification. C'est la première fois qu'au cours d'un sommet intercoréen, Pyongyang promet de dénucléariser, mais la route vers un traité de paix reste encore longue et la réunification à laquelle la Chine est opposée est encore improbable. Alors on va faire un peu d'histoire avant de commencer. Naïm Kamal, la guerre de Corée, 50-53 et après, rapidement, comment ça s'est passé? C'est le partage qui a été fait de la péninsule coréenne qui a fait qu'on a créé, parce qu'il y avait une présence américaine très forte en Corée du Sud, et qu'il y avait une présence chinoise et soviétique du côté de la Corée du Nord. C'est-à-dire, c'est à peu près les séquelles qu'a laissé la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. En 1950. C'était la première guerre chaude de la guerre froide. De la guerre froide. Bien sûr, les Occidentaux accusent la Corée du Nord d'avoir pris l'initiative de l'attaque pour occuper la Corée du Sud. En vérité, il y avait une très forte présence militaire américaine en Corée du Sud et la Corée du Nord se savait pertinemment, et derrière la Corée du Nord, la Chine, et derrière la Chine, l'Union soviétique, que ça pouvait... Ça a explosé ainsi. Ça a explosé dans cette logique d'affrontement entre deux camps, communistes et capitalistes, ou communistes ou impérialistes. Ça s'est calmé en 1953 par un armistice qui n'est ni guerre ni paix. Et on en est là, aujourd'hui, encore là, à traîner cet armistice avec C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paix entre les deux Corées, c'est un simple armistice. Il y a eu des moments de détente, il y a eu des moments de tension. C'est un courant alternatif. Alors, petite précision intéressante, c'est que l'armistice avait été signé en juillet 1953 entre les deux parties, c'est-à-dire la Corée du Sud, la Corée du Nord avec la Chine, qui était le donneur d'ordre des soviétiques à l'époque, parce que la Chine populaire n'avait qu'un an, et de l'autre côté, la Corée du Sud et l'ONU. C'est-à-dire que l'ONU était quelque part partie. Ce n'était pas des casques bleus, mais c'était une partie. Ouais. Juste après, c'est Kim Il-sung, donc le résistant en chef sud-coréen, qui a pris le pouvoir jusqu'en 92. Et depuis 92, c'est là où on a commencé à ressentir véritablement un mal entre les deux Corées, où la Corée du Nord a essayé de se nucléariser. Pourquoi, colonel? Vous savez, on n'échappe pas à cette pesanteur de l'histoire. Quand vous visitez ce pays, du moins le sud, quand vous êtes à la frontière, vous sentez qu'il y a encore cet effet de la guerre froide. Il existe encore. Évidemment, l'arme nucléaire, c'est un pays qui est quand même coincé entre le Japon et la Corée du Sud, très fermé. Et il faut le signaler, c'est très important, la puissance nucléaire est institutionnalisée dans la constitution nord-coréenne. État nucléaire, État militaire. Pourquoi? Parce que c'est une espèce d'assurance-vie. Ça a commencé depuis le père et là, il est en train de compléter. On avait expliqué ça à l'époque du père, Kim Jong-il, que c'était une manière de se défendre contre les tentatives d'encerclement de la Corée du Nord par l'Occident. Absolument. Ils ont été colonisés par les Japonais aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a des traces que l'histoire a laissées. Alors une fois que vous avez l'arme nucléaire, vous êtes dans l'équilibre de la terreur, on vous épargne. Et ça, c'est existentiel pour la Corée du Nord, parce que ça lui permet d'exercer des pressions. Parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a des pressions économiques. On avait demandé des aides il y a 10 ou 15 ans, quand on a voulu un peu décrisper la situation. Il y a eu du gasoil et tout. Et puis, il y a des enjeux stratégiques dont peut-être on va en parler, en tout état de cause. Ce qui se passe en ce moment, peut-être qu'on va en parler après. Certainement. Mais on a encore un peu de temps. L'arme nucléaire, la Corée a atteint un degré de technologie, selon tous les renseignements, qui lui permet une... En fait, il a fait un coup gagnant, Kim Jong-un. D'abord s'armer, ensuite le prouver au monde, et troisièmement,
aller à la table de négociation. Elle est dans l'autosuffisance. Alors, Naïm, justement, les gens du Nord et du Sud se sont retrouvés la semaine dernière. Ils ont parlé pendant 2 heures. C'était une très belle cérémonie avec beaucoup de décors, avec beaucoup de robes, une très belle parade. Ils souriaient, ils se sont accueillis mutuellement, chacun dans le pays de l'autre sur la fameuse ligne. Ils se sont fait traverser la ligne de démarcation. C'était quand même émouvant de voir deux voisins se rapprocher. Peut-être que, suivez mon regard, on aura ça quelque part pas très loin de chez nous, voire même chez nous avec les voisins. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit et qu'est-ce qu'ils sont promis globalement? Je crois que c'est juste une prospection. Parce que ce que chacun cherche, on le sait. Les Nord-Coréens cherchent à évincer, et derrière les Nord-Coréens, à évincer les Américains de la Corée du Sud. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'aujourd'hui, en Corée du Sud, il y a 30 000 hommes américains sur place. Et que cette tension a permis aux Américains d'installer, que ce soit en Corée du Sud, dans les parages, et elle est déjà installée, c'est pas, d'installer de nouveaux équipements militaires, de surveillance, de brouillage, de détection, anti-missiles, etc. Donc, et on suppose qu'il y a, soit par voie de sous-marin ou par voie terrestre, une présence nucléaire dans la région américaine. Or, aujourd'hui, quand on parle, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas la dénucléarisation de la Corée du Nord. On dit la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Donc c'est un ensemble. On est dans cette prospection. Maintenant, chacun, on peut jouer au poker menteur, on peut faire des tractations, cacher son jeu, etc. On ne sait pas. Est-ce que ça va arriver? Ce n'est pas impossible. Personne n'avait prévu que la réunification de l'Allemagne, même que François Mitterrand à l'époque avait fait l'impair de lui être hostile, personne n'avait prévu l'implosion de l'Union soviétique. Mais ce sont des choses qui sont arrivées et qui peuvent arriver d'un côté comme d'un autre. Mais il y a aussi les Japonais, comme les Sud-Coréens, comme les Coréens eux-mêmes, qui sont un peu lassés de la tutelle américaine telle qu'il aurait imposée, et ils veulent essayer de déraciner, d'enlever toutes les raisons de cette tutelle. Alors, quand vous parlez du problème nucléaire, c'est vrai qu'on parle de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. C'est vrai que de l'autre côté, il y a les Japonais qui sont partie prenante quelque part du conflit pour des raisons historiques et aussi pour des raisons de traumatisme, après avoir reçu 2 bombes atomiques sur la tête. Mais les Chinois ne semblent pas être très favorables à cette réunification. Vous avez une explication, Hassan? Oui, auparavant, pour compléter, vous savez, la politique, c'est aussi des symboles. On a remarqué qu'il y a eu beaucoup de symboles. Oui. On a réinstallé ce fameux téléphone rouge, on a enlevé les haut-parleurs. Donc, au niveau de la symbolique... On a réglé l'heure. On a remis l'heure qui était réglée sur l'heure japonaise. Tout ça, au niveau symbolique, est important. Ça va très vite. Depuis 3 mois, ça va d'une manière... Maintenant, il y a beaucoup de protagonistes. Il y a les Américains, il y a les Japonais, et il y a les Sud-Coréens, et il y a les Chinois. Donald Trump va annoncer l'heure et le lieu dans les jours qui viennent. Eh bien, vous savez que les Chinois, c'est le seul pays avec qui ils ont un accord de défense. L'unique pays au monde. Mais pourquoi ils ne veulent pas la réunification? Attendez, parce que stratégiquement d'abord, économiquement, c'est 4 milliards d'euros l'an dans les échanges. Deuxièmement, les deux parties sont intimement liées plus que les gouvernements. Et troisièmement, la Chine n'aimerait jamais laisser un pays tampon et se croiser directement avec les États-Unis. C'est une ligne rouge. Et dernier point, 4 milliards d'euros pour les Chinois, c'est pas grand-chose. Absolument. Et en Chine, quand vous y allez et que vous discutez un peu de stratégie, ils ont un sentiment d'encerclement extraordinaire. Les Chinois? Absolument. Et quand vous regardez la mer de Chine, vous regardez l'Inde, vous regardez le Pakistan, ils ont un sentiment d'encerclement. Et la Corée du Nord
est un pays tampon qui lui permet de ne plus être en contact, notamment avec les États-Unis. Colonel Saoud, c'est passionnant ce que vous dites, mais le temps nous a finalement pressés. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débrief, ici même. D'ici là, restez sur Medi 1 TV. L'information et le divertissement continuent en continu. Merci et bonne soirée.